Donc Philippe Astor nous a fait la gentillesse d'accepter de s'occuper de la modération de l'animation Bonjour. de cette table ronde. Donc on le remercie et on les laisse présenter les intervenants qui ne sont pas encore... D'accord, bon, une rapide introduction après tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de choses à digérer. On va essayer d'aller vers des cas un peu plus concrets. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe. Le thématique de la conférence, c'est blockchain et gestion collective. Et puis, on se rend compte que la blockchain, c'est une technologie de désintermédiation. Et bizarrement, on a dans le panel les principaux intermédiaires de la gestion des droits, parce qu'il s'agit de gestion des droits en l'occurrence. Donc, comment se fait-il que, par exemple, dans les principales expérimentations de la blockchain, on a des consortiums de banques qui sont les premiers des intermédiaires par la blockchain et des sociétés de gestion collective? On va voir pourquoi, quels sont les arguments. En même temps, c'est vrai, on a entendu parler, on en touchera un mot avec Benjamin, d'initiatives de gestion directe des droits via la blockchain, donc de liens directs entre les artistes et les fans, sans intermédiaire, donc sans société de gestion au milieu, etc. Il y a des expérimentations qui se font comme ça. Il y a peut-être des problèmes de taille critique, hein, pas la même montée en puissance que celle qu'on évoquait pour les applications, mais de la blockchain. On va rentrer assez rapidement dans le sujet. Je vais présenter mes intervenants. Il y a à ma gauche Alain Chariras, d'abord, qui est un ancien administrateur de l'ADAMI. En rappelant, l'ADAMI, c'est une société de gestion collective des droits des artistes-interprètes dans la musique et dans l'audiovisuel également. Xavier Costas, qui est responsable des projets d'innovation, directeur des projets d'innovation à la SACEM. Donc la SACEM, qui est une grande société d'auteurs, qui a des grosses problématiques informatiques, on va dire, avec le développement du numérique et qui est l'une des plus innovantes, on va dire, qui est quand même plus proactive dans l'innovation dans ce domaine. Et puis Benjamin Jean, qui est juriste et que vous venez d'entendre faire sa présentation sur les smart contracts. On va aborder la question aussi. J'aurais tendance à poser ma première question à Alain Chariras, sachant que l'ADAMI n'a pas spécifiquement de lancé d'expérimentation aujourd'hui, se penche sur la question en tant que société de gestion collective. Qu'est-ce qui interpelle l'ADAMI dans la blockchain en tant que société de gestion collective et en quoi vous allez vous intéresser à cette technologie? La particularité de l'ADAMI, c'est qu'elle gère les droits des artistes. Or, les artistes, comme vous le savez probablement, ont une présomption de salariat qui entraîne que, généralement, et notamment bien sûr dans l'audiovisuel, ils ont une présomption de cession et ils cèdent généralement leurs droits à un producteur. Ce qui fait que les droits, ce que l'on appelle les droits exclusifs, c'est-à-dire vraiment les droits qui permettent de délivrer des autorisations d'utilisation pour les œuvres, sont généralement détenus par les producteurs. L'ADAMI gère par ailleurs ce qu'on appelle des licences légales, la copie privée et la rémunération équitable. La copie privée, c'est ce que vous payez quand vous achetez des supports vierges. La rémunération équitable, c'est ce que l'on peut percevoir sur les radios et les discothèques. La copie privée ne peut pas, à mon avis, faire l'objet d'une gestion par une blockchain. La rémunération équitable, par contre, le pourrait. Donc nous commençons à nous pencher là-dessus, d'autant plus que également il y a de plus en plus d'artistes producteurs dans le domaine du sonore, bien sûr, mais également dans le domaine de l'audiovisuel aujourd'hui, qui fait que, à ce moment-là, l'ADAMI pourrait peut-être, par voie d'apport, prendre en charge la gestion de la totalité des droits de ces artistes. Et donc, une blockchain, dans ce cas-là, serait bienvenue. Par ailleurs, également, l'ADAMI, comme l'ensemble des sociétés européennes de gestion collective des droits des artistes, est en train de constituer aujourd'hui une base de données commune qui s'appelle VRDB2 et puis une base qui concerne, elle, les œuvres et une base qui concerne les artistes qui s'appelle IPD. Et également, dans ce cadre-là, on pourrait se pencher sur une blockchain. Voilà. Pour le moment, c'est un projet, je suis d'une grande humilité par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin et également par rapport à la SACEM qui est déjà très avancée dans la mise en place de son projet. Si on a du temps, je parlerai un petit peu de la manière dont je verrai bien les choses, comment on pourrait nous évoluer vers ce système par malgré tout des petits pas, parce que c'est vrai qu'un basculement est très, très difficile. Et j'ai constaté d'ailleurs dans le communiqué de presse de la SACEM que c'est quand même encore pour le moment un petit pas que vous avez fait. D'accord, alors peut-être il faudrait préciser que la gestion collective porte sur la gestion de droits, dans le cas des artistes en tout cas, qui ne sont pas des droits exclusifs, qui ne sont pas les droits gérés par leurs producteurs. Donc ils ont un contrat d'artiste avec un producteur, ils touchent dans la musique, ils touchent des royalties.
hein. Voilà. Et Alors, par ailleurs, il y a des revenus qui sont des revenus tirés de bon, les revenus de la radio, il y a, qui sont tirés de licences, on va voilà. dire un peu légales, on va dire c'est des licences globales, hein. On a évoqué ça un petit peu. Oui, enfin, Voilà. Sur des exploitations particulières qui sont réparties par des sociétés de gestion collective. Là, je voudrais savoir pourquoi on pourrait avoir une gestion de la répartition des revenus de la radio, par exemple, et de la télévision par la blockchain, et pourquoi pas la copie privée? Ben, pourquoi? Parce que les radios, on peut très très bien. Alors, le prérequis, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait dans la trame numérique des fichiers diffusés, qu'ils soient vidéo ou audio, qu'il y ait dans la trame numérique un code, qui serait le code ISRC, peut-être pour la musique, et puis pourquoi pas le code ISAN pour l'audiovisuel, qui permettrait à ce moment-là à des robots de savoir exactement qu'est-ce qui passe. Sinon, il faut avoir recours à des sociétés comme Iacast ou pourquoi pas, ou l'identifiant qui y a sur les Apple, dont j'ai oublié le nom, donc qui a été cité tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous savez, dès qu'on a affaire à des intermédiaires, malgré tout, dans le B2B, tout se paye. Donc on augmente des coûts de gestion quand on achète des bases à Iacast, des piges à Iacast, on le paye, bien sûr, ce qui est normal. Donc il faudrait que dans la trame numérique, on puisse mettre en place cela. Alors pourquoi uniquement la rémunération équitable? Parce que la rémunération équitable, globalement, le diffuseur, le DJ de la radio, il sait ce qu'il diffuse. Alors que dans la copie privée, on travaille par sondage parce que je ne sais pas ce que vous copiez chez vous. Donc c'est pour ça. Il faut malgré tout qu'il y ait une certaine... Enfin, ça ne sert à rien de monter un système hyper performant et hyper transparent si on a des zones de flou trop grandes par ailleurs. Vous voyez. D'accord. C'est-à-dire qu'on a effectivement un relevé en amont de l'exploitation des œuvres, quelle est la chanson qui est diffusée, dans quelle radio, etc., à quel moment. Voilà. Et en fonction de ça, on répartit la rémunération. On pourrait très bien, à ce moment-là, effectivement, intégrer dans un smart contrat quelle est la part, puisque les parts des licences légales sont fixées par la loi. Hein. Vous savez, il y a 50 pour les producteurs et 50 pour les artistes. Ensuite, au sein même des artistes, il y a un partage qui se fait entre l'ADAMI et la Spedidam, deux sociétés qui sont en cours de rapprochement, mais le rapprochement n'est pas encore complètement abouti. Et donc, on pourrait très bien, dans le smart contract, prévoir déjà ces clés de répartition entre les sociétés, puis après, au sein même des sociétés, titre par titre, prévoir quelle va être la rémunération de chacun. Mais si vous voulez, je voudrais également quand même rajouter un mot sur les contrats dans l'audiovisuel ou dans le sonore qui sont totalement différents. Parce que dans l'audiovisuel, les acteurs, globalement, dans la majorité des cas, ils ont un gros cachet et ils n'ont pas de royalty. Quelquefois, ils ont des participations. Alors que dans la musique, c'est exactement le contraire. Les artistes de la musique les plus réputés ont un tout petit cachet qui concerne la séance d'enregistrement, et donc qui est très peu de choses. Et en échange de ça, ils ont ensuite tout un tas de rémunérations indirectes qui sont des pourcentages sur les ventes. Sauf que c'est le contrat de travail qui englobe tout cela. Et je pense que pour qu'on puisse mettre en place vraiment une gestion collective intelligente et par le biais notamment d'une blockchain, il faudrait peut-être sortir du contrat de travail tout ce qui concerne les royalties et pourquoi pas, le juriste le dirait mieux que moi, mais pourquoi pas faire deux contrats pour les artistes dans la musique notamment. Et bon, dans l'audiovisuel, ils sont peut-être moins concernés par cela parce que, je vous dis, ils ont plutôt des gros cachets. Alors là, on évoquait une gestion automatisée complètement sur une blockchain des droits des artistes. Dans le cadre de la SACEM, Xavier, en fait, vous êtes en train de lancer une expérimentation que vous avez annoncée avec ASCAP et PRS. Alors pour situer quand même, la SACEM, ASCAP et PRS, c'est quand même les trois plus grosses sociétés d'auteurs au monde, hein, américaines, anglaises et françaises. Et donc, vous allez expérimenter la blockchain. Alors, c'est une petite échelle, hein, vous allez nous donner un petit peu le détail, mais il ne s'agit pas de mettre en place une gestion des droits des auteurs, compositeurs qui sont membres de ces sociétés d'auteurs, mais déjà d'éclaircir un petit peu la gestion des données en entrée, justement, on en parlait, qui permettent d'établir quel est le bénéficiaire des droits. Donc, ce sont les données de copyright, ou plus globalement ce qu'on appelle les données éditoriales, hein, qui est l'auteur, qui est le compositeur, qui est éventuellement l'éditeur qui les représente, qui est l'arrangeur, etc. Tous les ayants droit sociétaires de sociétés d'auteurs qui sont rémunérés en fonction de l'exploitation des œuvres. On a un besoin à l'amont de les identifier.
C'est là-dessus que vous allez expérimenter la blockchain, c'est avoir des informations certifiées d'identification des ayants droit, sachant que c'est un sacré bordel quand même dans la musique et dans le numérique en général aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas une base de données agrégée. On a essayé d'en faire une qui s'appelait la GRD, la Global Repertoire Database. C'est un échec lamentable. Et en fait, on n'a absolument pas une base de données de référence qui permettrait d'identifier à une échelle qui est aujourd'hui internationale dans le numérique tous les ayants droit de l'exploitation d'une œuvre. Donc, expliquez-nous quel est le projet que vous êtes en train d'expérimenter avec PRS et ASCAP. Ouais. Donc, vous l'aurez compris, hein, la blockchain, ça peut faire plein de choses, etc. Et donc, après, nous, on a découvert ça il y a 2 ans, et très très vite, on s'est intéressé au sujet. On a regardé, donc, on s'est retourné un peu vers l'Europe pour voir s'ils pouvaient nous aider. On s'est inscrit donc avec l'Open Music Initiative, dans lequel on était la première société à rejoindre cette initiative au tout début. Donc tout ça, c'était des groupes de travail qui ont permis de réfléchir autour de ça. Et on s'est aperçu que de toutes les manières, nous, concrètement, la blockchain, déjà, personne à la SACEM ne savait faire une blockchain. Donc c'était déjà un problème. Donc il fallait s'appuyer sur des experts techniques qui savaient. Hein. Les smart contracts, on les lit pas comme ça, on les écrit pas comme ça. Donc il faut des gens qui codent. À la SACEM, il n'y avait personne qui savait faire ça au début. Donc on a voulu vraiment essayer de commencer à s'approprier le sujet. Donc on s'est d'abord retourné vers des experts. On a vu des startups, on a vu Jo, on a vu Blockchain, et finalement on est parti sur une solution sur Hyperledger, donc qui est en open source, mais qui garde aussi ce côté blockchain privé. Et on s'est dit que c'était la façon la plus simple d'expérimenter ça, c'était de faire ça en petit comité, j'ai envie de dire, juste pour tester. Donc avec l'ASCAP, et on a été rejoint par la PRS, mais en gardant toujours évidemment cet objectif que ça puisse aller beaucoup plus loin, et que peut-être en effet ça pourrait servir à la répartition, j'en sais rien, mais pour l'instant c'était trop prématuré de s'orienter vers ça, et il était essentiel de s'approprier cette technologie sur une problématique une problématique très concrète, hein. C'est-à-dire que là, faire de la blockchain, ça demande des investissements, donc il a fallu de voir le retour qu'on pouvait avoir là-dessus. Et donc, pour être le plus concret possible, on s'est orienté vers cette problématique dont parlait Alain sur les métadonnées, et en fait une problématique qui est un peu le serpent de mer de l'industrie depuis un bout de temps, qui est le lien entre ce qu'on appelle un ISWC, c'est-à-dire c'est l'identifiant international d'une œuvre, donc c'est comme d'habitude de Claude François, et les paroles et la partition, pas les enregistrements, les paroles. Oui, voilà, et j'allais venir, et le lien entre justement cette œuvre et les enregistrements, qui ont eux aussi un code international qui est l'ISRC, dont parlait Alain. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les DSP, donc les Digital Service Providers avec qui on travaille, Spotify, YouTube, etc., connaissent très très bien les ISRC, normalement, puisqu'ils récupèrent ces informations des producteurs et nous envoient ça. Et nous, le travail d'une société de gestion collective, c'est de réussir à faire ce lien. Donc toutes les sociétés de gestion collective essayent de faire ce lien. Entre l'ISRC et l'ISWC, exactement. Sans forcément partager après cette information entre elles. Donc la première étape, on s'est dit, comme on sait faire ce lien, voyons ce qui se passerait si on mettait ensemble tous les liens qu'on avait, quoi. On n'a pas commencé, alors comme on connaissait pas la blockchain, on n'a pas commencé en mettant tous nos liens, on a commencé en mettant 65 000. Donc on a fait cette petite blockchain où on est 3, on a partagé 65 000 liens, et il se trouve qu'en fait c'était très, très bénéfique, puisque ça pouvait multiplier par 4 le nombre de liens que chacun avait, quoi. Donc c'est déjà un premier début. Mais évidemment, pour faire ça, derrière, on rencontre tous les problèmes qui ont été évoqués, des problèmes de gouvernance, parce que le but, c'est pas évidemment de balancer des liens et après de dire venez regarder tous les liens qu'il y a, sans essayer de faire le tri derrière ça, hein, parce que sinon, si vous faites garbage in, ça va être garbage out, hein. Donc si chacun interprète les liens qui sont là-dedans comme il veut, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a commencé à mettre en place justement des smart contracts pour une première... essayer d'avoir un premier niveau d'autoritativité là-dessus. Alors on n'a pas dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. En fait, on a été plus... Pour l'instant, on est sur un pourcentage de confiance, en fait, qui permet du coup de dire celui-là, tout le monde est d'accord, c'est génial. Celui-là, il y en a un qui n'est pas d'accord, donc ne l'utilisez. Enfin, vous prenez vos risques si vous l'utilisez, etc., quoi.
Et donc ça, c'est vraiment des smart contracts qu'on a mis dans la blockchain. Et donc la blockchain porte une sorte d'autoritativité justement sur ces liens, et c'est un premier pas pour avancer sur ce sujet. Voilà comment on a avancé très concrètement. On sait qu'il y a déjà de la valeur derrière. Et je vois, ça va être des prochaines étapes après. Pour comprendre un petit peu le processus, donc ça vous servir à automatiser un certain nombre d'opérations d'identification des ayants droit et de répartition ensuite. Hein, donc ça automatise. Je crois qu'on a des taux d'identification automatique qui sont très élevés dans une société d'auteurs comme la SACEM, de l'ordre de 90%. Mais les 10% qui restent quand on est sur des milliards d'écoutes au quotidien sur les plateformes de streaming, donc ça reste quand même du travail qui se fait à la main dans les bases de données avec des outils en interne qui demandent du temps, qui rend presque la répartition du streaming, on a de la nano-monétisation, plus coûteuse que ce que ça rapporte, quoi, hein, en fait. Hein. Oui, c'est tout à fait l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de permettre une meilleure automatisation de ce qu'on appelle l'identification. Et ça a un double intérêt, un pour la longue traîne, mais aussi par exemple l'intérêt d'être PRS, ASCAP, SACEM, c'est que nous on va leur dire regardez les liens qu'on a à la SACEM, on vous informe parce que si c'est une œuvre française, on a probablement le lien avant eux ou des choses comme ça, quoi. On aura sûrement fait le lien avant eux. Donc l'idée c'est aussi de partager cette information pour assurer que les droits reviennent le plus facilement possible aux ayants droit. D'accord, on y reviendra, mais je voudrais pas donner la parole à Benjamin Jean sur un aspect. Par exemple, on voit que là, ce sont des sociétés de gestion collective, donc ils sont dans le cas de l'expérimentation SACEM, PRS, ASCAP, on est dans une blockchain privée, donc ils se connaissent très bien. En plus, ce sont des acteurs qui ont des relations et des accords même internationaux depuis des décennies, donc ils se connaissent très bien, et ils sont obligés de faire des smart contracts pour évaluer la réputation d'un lien établi entre un enregistrement et une œuvre. Donc ils ne sont même pas sûrs. Alors il faut savoir qu'il y a des conflits de revendication entre sociétés d'auteurs sur des œuvres, hein, surtout à l'international. Il y a une complexité du droit avec des contrats de sous-édition, etc., et par territoire, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. Mais la question que je me pose, c'est quand on est dans un domaine où il n'y a pas d'intermédiaire qui serait une société de gestion collective, quand on est dans des modèles comme d'autres blockchain par exemple, ou Ujo, où on voit un artiste qui met directement ses œuvres sur une blockchain, est-ce qu'il y a des processus de smart contract qui vont permettre de déterminer que j'ai bien le droit, pourquoi je n'irais pas enregistrer demain le dernier tube de Lady Gaga et dire j'en suis l'auteur, et de prendre tout l'argent qu'elle reçoit à sa place, quoi. Je sais pas si un petit détour dans la réponse, mais oui. C'est juste pour comment on garantit la réputation de celui qui va mettre à jour la blockchain, puisqu'après c'est écrit de manière indélébile et on a dit, hein, on ne peut plus le transformer, c'est écrit. Comment on accorde le droit de mettre à jour la blockchain quand c'est comme ça, je dirais, de la gestion directe, quoi. Chacun peut déclarer ce qu'il veut, quoi. Oui. Alors, premier élément de réponse, je prends un peu de recul et après je répondrai mieux à la réponse, mais justement les initiatives qui ont été évoquées pour moi sont sont très intéressantes pour les sociétés de gestion collective entre elles, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que moi je me rappelle il y a une dizaine d'années quand on avait travaillé sur le projet pilote avec la SACEM de licences Creative Commons. Donc c'était avec des acteurs externes en fait à la SACEM qui disaient mais nous on est plus en train de faciliter le travail de la gestion individuelle. Il y a des gens qui veulent diffuser en Creative Commons et compagnie, mais sauf que, et c'est le deuxième point, lorsqu'ils mettent leur logiciel chez eux, on veut vérifier s'ils sont bien en capacité, s'ils ont le droit de le faire, s'ils ne sont pas adhérents de la SACEM. Et là, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas un catalogue accessible qui nous dit telle personne est dans telle société de gestion collective, donc n'a plus ses droits parce que c'est un principe de cession exclusive du fait même qu'on soit adhérent. Il y avait cette difficulté de l'extérieur des sociétés de gestion collective à travailler avec des acteurs, en tout cas à savoir si c'était ou pas dans le monde des sociétés de gestion collective. Et ce qui vient d'être évoqué, je pense que pour d'autres acteurs, ou des acteurs qui voudraient un autre modèle que celui de la gestion collective, ça pourrait être quelque chose d'important. Pour savoir si effectivement tel acteur ou tel auteur, qui met son œuvre sur n'importe quelle plateforme et a capacité de le faire, bah déjà aller taper sur la base de données qui nous dit attention, il est à la SACEM, on sait qu'il ne peut plus le faire. Donc rien que ça, c'est une vérification qui ferait gagner beaucoup de temps à beaucoup de personnes et gagner en sécurité, je dirais, en niveau de confiance sur le réseau. Après, une remarque aussi la plus liée au projet, c'est pas dans le domaine de la musique, mais il y a eu récemment, il y a 2 ans je crois, un rapprochement entre la Poste et l'IGN sur la base d'adresse nationale. Je ne sais pas si vous avez suivi ce projet-là. Bon, c'était 2 institutions, en tout cas, 2 établissements, qui avaient chacune de leur côté la base d'adresse nationale. Et chacune la valorisée. Bon,
Et un jour, bon, il y a eu un troisième acteur, justement plutôt du monde communautaire, qui est arrivé et qui a dit moi je vais la reconstituer from scratch, donc à partir de zéro. Et au final, tout le monde s'est réuni pour dire on va le faire ensemble. C'est trop bête. Et en fait, leur solution, donc tout le monde a mutualisé. Et il y a une seule base maintenant qui est maintenue par l'ensemble de ces acteurs. Et en fait, leur solution est de dire en plus, nous, on va valoriser le fait qu'on donne un niveau de confiance. Et ça rejoint en fait ce que vous disiez, c'est-à-dire que les données sont certifiées par quelques acteurs en plus. Et l'une des valeurs ajoutées de l'IGN, la Poste ou DGFIP, c'est de pouvoir vendre, en tout cas de monétiser aussi cette base de données avec le niveau de confiance que elles, en tant qu'intermédiaires, en tout cas ou autorités de confiance, peuvent donner. Ça, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant et qui rejoint un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ensuite, pour répondre enfin à la question, c'est très dur justement pour qui que ce soit qui va recevoir une œuvre d'un auteur, de savoir si cet auteur a une capacité de le faire. Ce qu'on voit très fréquemment, c'est... S'il est bien l'auteur. Oui, s'il est bien l'auteur, ça. En plus, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas qu'un seul auteur. C'est-à-dire qu'on va réutiliser les œuvres qui ont été faites par d'autres, on va le faire à plusieurs. Donc, généralement, contractuellement, la personne qui va déposer l'œuvre, qui va définir les termes, va s'engager à être bien soit titulaire de l'intégralité des droits, soit en capacité de le faire, donc mandataire, pour les autres co-auteurs, par exemple. Ça, contractuellement, on peut le faire, on peut le dire. La difficulté, c'est que ça repose sur la bonne foi, d'une certaine manière, de cette personne. Donc là, je pense qu'il n'y a pas pour l'instant de réponse absolue, si ce n'est que la logique que j'évoquais tout à l'heure, qui est la logique plus communautaire, c'est-à-dire l'idée où finalement ça soit accessible par tous, n'importe qui puisse vérifier, et donc rectifier, corriger ou alerter lorsqu'il y a une déclaration qui serait fausse, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on connaît dans d'autres milieux. Et peut-être qu'on peut aussi, là, faire en sorte que ce soit les bonnes personnes qui s'attribuent les bons droits sur telle œuvre. C'est ce qu'on voit dans le domaine du logiciel. C'est très rare, et pourtant les logiciels et les développeurs, il y en a des millions dans le monde. C'est très rare qu'une personne prenne un code d'une autre personne en disant « ça, c'est moi qui l'ai fait ». Parce que quand je parle uniquement de code open source, mais en tout cas dans cette idée d'un partage sous ses propres termes, donc une gestion individuelle, lorsqu'il fait ça, lorsqu'il publie son code, si c'est pas lui, s'il publie le code d'un autre, il sait qu'il va se faire, mais presque immédiatement repérer. En plus, il y a des outils de gestion de code dédiés qui permettent de savoir d'où vient tel bout de code, et il perd même toute la confiance de la communauté. Et la confiance, comme le droit, en fait, les deux sont très liés. C'est vraiment ce qui va permettre à des gens de collaborer. Donc soit vous jouez le jeu de la confiance et vous êtes en capacité de travailler avec les autres, soit c'est pas le cas et vous êtes un peu marginalisé. Alors Xavier, dans le cas de votre expérimentation, on n'assure pas la gestion des droits de bout en bout. Donc typiquement, il n'y a pas de transaction. Donc qu'est-ce qu'on enregistre dans les blocs de votre blockchain ? Voilà, donc ouais, dans la blockchain, tu as quand même des transactions. Donc, c'est pas des transactions financières. Hein, nous, les transactions, en fait, c'est qu'on va soumettre justement des couples, des informations. Et c'est ça la transaction. Et chacun fait sa transaction en soumettant ses couples. Après, tu as le smart contract qui s'applique en disant, voilà les couples, voilà du coup ce qui pourrait être le résultat autoritatif. Et après, c'est réinscrit dans la blockchain on souhaitait initialement que ce soit la blockchain qui porte une vision autoritative. Je voulais juste dire un mot en disant oui, on a mis ces smart contracts là pour déterminer ces pourcentages de confiance. Les nombres de conflits sont très, très, très peu nombreux. Donc je tenais quand même à le préciser. Et en général, ça s'explique pour des histoires de, par exemple, il se trouve que cet enregistrement, c'était un medley. Donc il y avait plusieurs œuvres derrière, ou un remix, ou un ISRC qui était lié à un DVD, ou des choses comme ça, quoi. Donc il y a aussi on sait que ces bases sont pas totalement propres, mais c'est l'idée justement, c'est de pouvoir identifier ces problèmes, de prioriser ceux qu'il va falloir être traités pour les remettre dans nos systèmes et améliorer ainsi la base qu'on est en train de constituer. Après, il y a quand même une autre question, parce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde se pose cette question, mais nous, la question aussi qu'on se pose, et on n'a pas encore une réponse très, très claire, c'est une telle base, il n'y a pas forcément besoin de la blockchain pour le faire. Hein. C'est ce que tout le monde nous pose comme question. Hein. On pourrait faire exactement comme fait l'ADAMI avec l'IMVB, la VRDB, pardon. Avec la VRDB. Mais en fait, comme cette base n'existait pas, qu'on avait cette technologie qu'on avait envie d'expérimenter, on est allé dedans, et il se trouve qu'on maintenant on commence à toucher vraiment du doigt les intérêts qu'il peut y avoir derrière, hein. Notamment pour le fait que
ça améliore la confiance entre les acteurs dans le fait de donner des données. Hein. Il n'y a pas de tiers de confiance non plus qui pourrait changer le code ou les choses comme ça. Il n'y a personne qui peut pour l'instant décider de changer les contrats comme ça. Donc ça améliore ce truc-là. Les données sont répliquées nativement dans des bases de données que chacun possède, donc peut très facilement redévelopper dessus des nouvelles applis, des nouvelles règles. Enfin, si moi j'ai pas envie d'utiliser les données de l'ASCAP parce que je vois qu'elles se tombent tout le temps, je les utiliserai pas. Enfin, il y a plein de façons d'utiliser ça. Donc c'est un des intérêts qu'on voit, et aussi d'intégrer très facilement justement des organismes qui ne sont pas de la gestion collective, parce que là tu faisais la bonne remarque en disant ils sont encore entre eux quoi, mais pas du tout. On a commencé donc à discuter, enfin pas forcément sur le sujet des blockchains, mais sur ce sujet ISRC, ISWC avec la SCPP. Nos amis anglais ont fait la même chose avec C'était les producteurs. Ouais, avec PPL. On se rend compte, on voit tous les intérêts qu'il y a autour de ça, et la blockchain pourrait, mais c'est toujours, je pense, on est toujours dans ces expérimentations, pourrait faciliter aussi l'intégration de ces données, mais ça reste des petits pas, et il n'est pas à mon sens, il n'est pas envisageable de casser tout le système. Et un projet ambitieux qui est, enfin, moi je trouve que c'est super là ce que fait Benji Rogers sur son projet de blockchain, mais il remet tout en question. C'est-à-dire que vous pouvez plus utiliser de MP3, vous devez utiliser des .bc. Enfin, il faut que les gens renseignent les informations. Enfin, c'est beau, mais c'est très compliqué, quoi. Oui, tout à l'heure a été évoqué le cas de Imogen Heap, la chanteuse anglaise, qui a mis effectivement une chanson. Alors une chanson, elle n'a pas décidé de distribuer toutes ses œuvres. Hein. Donc déjà, pour mettre une chanson sur une blockchain, il fallait déjà qu'elle soit libérée de tout contrat d'édition, c'est-à-dire qu'elle ait le droit sur le texte et la partition de cette chanson de la déposer sans que son éditeur tire la gueule un petit peu. Elle n'avait pas de lien avec un label, donc elle est entièrement libre d'enregistrer et de mettre à disposition ses enregistrements. Elle a mis à disposition sur une blockchain. Le problème, c'est que cette chanson, elle est sur la blockchain. Il faut acheter des Ethers pour acheter la chanson. Donc, c'est-à-dire que, à part quelques fans et quelques militants de la blockchain, personne ne va l'acheter. Et en même temps, Spotify ne va pas aller spécifiquement dealer avec Imogen Heap sur sa blockchain pour un contrat de licence. Ils ont autre chose à faire. Donc, quand je parlais de montée en puissance, je veux dire, il faudra voir venir des agrégateurs, par exemple, des gens qui fonctionnent comme les agrégateurs, qui distribuent le label indépendant auprès des plateformes, parce qu'un label indépendant ne peut pas appeler Apple ou Spotify en direct. Il va falloir agréger des centaines d'artistes indépendants comme ça qui ont choisi une gestion directe de leurs droits. Avant que ce soit fonctionnel, je dirais, et ce serait pareil si des auteurs décidaient de sortir de la gestion collective, quoi. Mais justement, pourquoi finalement on voit que la blockchain qui devait désintermédier la gestion des droits ne désintermédie pas les sociétés de gestion collective? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un intérêt à être à la SACEM ou à être à la DAMI si on veut absolument percevoir ses droits? Oui, je pense que déjà, effectivement, nous étions des tiers de confiance quand même de longue date. Hein. On peut difficilement mettre en cause la crédibilité de sociétés comme la SACEM. Mais je pense que nous assistons là à une espèce de concentration virtuelle qui se fait. On est dans un monde où les acteurs se concentrent. Quand on regarde qu'ont fait les Anglais, regardez, il y a eu un joint venture entre PPL et PRS. Donc les auteurs, les artistes, qui elles-mêmes, déjà les artistes, et une société jointe où il y a les producteurs. Je pense que nous gérons des intérêts communs et que nous avons besoin, au moins virtuellement sur ces bases de données, d'avoir des gestions communes. Alors après, quel est le rôle de nos sociétés? C'est d'avoir des fichiers propres, c'est effectivement de mettre en place des systèmes d'identification. Et on voit bien quel est le projet actuel de la SACEM dans un premier temps, c'est cela, c'est de mettre en place une base de données internationale en quelque sorte qui serait nickel, qui serait utilisable et qui va servir de fondement après, pourquoi pas, à faire la répartition. On peut très très bien imaginer, parce qu'au début, avant la SACEM, ça fonctionnait avec des titres. On disait j'ai écrit un titre. J'ai écrit tel titre, donc il y avait le titre et le nom. Mais maintenant, il y a les codes ISWC.
nous, on a on a VRDB, on a IPD, il y a Code, ISRC. code interprète. Voilà, et tous ces codes pourraient très très bien être matérialisés en QR code ou en choses comme ça. Ce qui fait que moi j'imagine très très bien un futur où, dans un studio d'enregistrement, avec un téléphone mobile, parce que le téléphone il est géolocalisé et puis il est horodaté, on peut très très bien imaginer que chacun scanne son QR code sur le mobile de l'un d'entre eux, et qu'on dise, ben voilà, tel jour à telle heure, il y a telle personne qui se sont groupées à tel endroit pour enregistrer une œuvre à laquelle on délivrera immédiatement un code ISRC, puisqu'actuellement c'est assez lourd, il faut les acheter à la SCPP. D'ailleurs, il y a des efforts de normalisation dans la musique, dans les échanges informatiques entre les plateformes, les sociétés de gestion, etc., au sein de l'organisme d'IDEX. Et un des derniers standards qu'ils ont produit, ça s'appelle le RIN. Donc ça vise record, enfin c'est pour identifier les enregistrements, voilà. Et c'est une information qui va être rentrée sur le master dans le studio. Voilà. Donc effectivement, on pourrait certifier avec la gestion d'identité de la blockchain que c'est bien tel musicien qui a enregistré cette session-là, etc. Voilà. Et mettre dès le studio tous les ayants droit. Absolument, parce que j'ai un exemple, c'est François Novak qui me le disait de l'aspect d'IDAM, qu'ils avaient une fois audité un titre et ils avaient 15 batteurs sur le même titre quand ils avaient audité le titre. Donc vous vous rendez compte que tout est possible, alors qu'une identification comme ça au moyen des codes, chacun pourrait avoir un code. Alors évidemment, peut-être que c'est pas très, comment dire, c'est pas très libertaire, c'est pas très anard ce que je suis en train de dire, mais en même temps, ce serait pratique. Oui, enfin, on pourrait parler de la gestion d'identité sur le blockchain, ça peut être très, très respectueux de la vie privée. Hein. On peut avoir du contrôle d'accès nominal dans des zones aéroportuaires, dans des salles de concert, par exemple. Voilà. Sans violer la vie privée. Mais voilà, et une fois qu'on aura ça, après on peut passer à la répartition, parce que les smart contrats, après, ils peuvent très très bien. Il y a un des intervenants tout à l'heure qui parlait des contrats et qu'est-ce qu'on pouvait rentrer dans le smart contrat. Effectivement, il va falloir, c'est toi, je crois, il va falloir que peut-être unifier un petit peu plus la rédaction des contrats. Mais il y a vraiment à un moment des cases à cocher, comme les contrats de musiciens qui sont issus de la convention collective de l'édition photographique, où il y a des cases à cocher qui correspondent à des sessions, et ces sessions correspondent elles-mêmes à des rémunérations forfaitaires qui étaient prévues par la convention collective et des rémunérations proportionnelles également prévues par la convention collective. Donc tout ça, on saura le gérer, mais dans le premier pas, je veux dire, on ne peut quand même pas basculer dans l'inconnu, mais on est conscient que la Terre tourne, et elle tourne même quand on dort, quoi. C'est-à-dire que si nous ne le faisons pas, ça se fera sans nous, parce que moi j'ai vraiment la conviction que l'avenir est dans ces systèmes transparents de gestion universelle où chacun a accès effectivement à l'information. Alors justement, tu veux peut-être répondre, Xavier? Ouais, je voulais juste un petit peu compléter aussi cette vision. Donc, personne n'est obligé d'adhérer à la SACEM. Hein, donc, si Imogenip, elle a fait le choix de sortir de je ne sais pas de quelle société pour ce titre et que je pense qu'elle n'a pas de contrat avec un éditeur. Donc, elle est libre d'utiliser ses œuvres comme elle veut. Après à moins qu'elle les ait, voilà, si elle était chez PRS, normalement elle apporte l'ensemble de ses titres. Enfin, peut-être qu'il y a des aujourd'hui on peut choisir la société d'auteur au niveau européen. Voilà, c'est ça que je voulais parler là sur qu'est-ce qu'il parlait du dénombrement, du fait qu'on allait pouvoir avoir des licences selon les pays, etc. Enfin, ça, c'est des choses que l'on gère déjà actuellement. Hein. Nous, on est avec, notamment avec la Commission européenne en 2000, je crois. Donc, a été voté là, le fait qu'on pouvait gérer des licences multiterritoriales. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher, comme le disait Alain avant, c'était le titre et puis une personne. Là, on va aller dans le titre et on va regarder là-dedans l'auteur et la part qu'il représente, que la SACEM représente, sachant que le reste sera géré par une autre société, éventuellement celle qui est sur place. C'est le principe des contrats multi-européens. Après, donc, sur le fait que pourquoi aller à la gestion collective si chacun pouvait gérer. Mais j'ai envie de dire, la SACEM, elle a 600 000 contrats avec donc les cafés, les hôtels, les restaurants, avec les discothèques, avec les télés, plus d'une centaine de télés, plus d'une centaine de radios, plus d'une centaine de DSP. Si quelqu'un a envie de garder la main sur ses droits et d'aller créer les smart contracts avec chacun de ces intermédiaires, de réfléchir aux conditions, parce que les conditions, elles sont différentes, en effet, entre une discothèque, un hôtel, une radio, tout ça, ça varie. Donc,
il pourrait le faire évidemment, mais je pense que c'est un travail énorme pour s'assurer que justement il a le bon niveau de rémunération. Et en plus de ça, donc ça devient de l'individuel, enfin c'est individuel, c'est de la gestion individuelle. Et par rapport à la force de la gestion collective, où justement nous avons tous les auteurs qui se réunissent ensemble pour négocier ensemble leurs droits. Donc imaginons un monde où il n'y avait pas de SACEM et chacun, ça y est, commence à faire ses smart contracts sur les blockchains avec les radios, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, il y en a certains qui vont se dire ah, tiens, on va se mettre ensemble parce que je pense qu'on va réussir à négocier un contrat un peu mieux. Et on va coller comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recréer la SACEM. Bon, je ne vais pas rentrer dans des problématiques qui sont propres à cette filière, notamment sur le fait qu'on puisse sortir certaines œuvres de la gestion collective, enfin certains types d'exploitation de gestion collective et pas d'autres. Je crois qu'il y a eu une histoire avec Daft Punk notamment, il y a eu un petit conflit à la SACEM sur la question. Non, ce que je voudrais poser, on parle beaucoup de transparence. Alors la transparence, par exemple, ça pourrait faire très peur aux producteurs. Qui passent des contrats sous confidentiels, sous NDA avec les plateformes, etc. Et on ne sait pas très bien, il y a des avances qui sont négociées, des prises de participation, etc. Est-ce que c'est réparti comment, etc. Donc comment on pourrait avoir une clarté, faire respecter, je dirais, par exemple, en France, il est question que tout ce qui provient des avances non recoupées, alors c'est une notion un peu compliquée, ou des bénéfices qui auraient à avoir eu des prises de participation en échange de la fourniture du catalogue, par exemple. Est-ce que ça, c'est réparti aux artistes ou pas? On se pose la question, on ne le sait pas trop. Il pourrait y avoir une contrainte pour que ce soit... Bon, on sait que ce n'est pas réparti. Oui. Il pourrait y avoir une contrainte au fait qu'on le répartisse aux artistes, aux auteurs, etc. Et donc, comment on pourrait faire respecter... Alors, c'est plusieurs smart contracts qui dialoguent entre eux, des NDA, donc des contrats commerciaux, le secret des affaires, en fait, et la transparence sur le fait que malgré le secret des affaires, on a l'assurance que c'est bien réparti, etc. Est-ce que sur le plan juridique, vous êtes posé la question Alors, encore une fois, tout ça, c'est dur parce que les réponses que je peux apporter sont généralement des réponses qui ont été apportées dans d'autres contextes, d'autres secteurs et qu'on peut essayer par analogie de positionner dans ce contexte-là. Juste en notion de transparence et de traitement automatisé. Alors je ne sais pas si c'est les sujets que vous avez suivis. Moi j'ai été particulièrement impliqué là-dessus l'an dernier dans la loi pour une République numérique, donc la loi d'Axel Lemaire qui est assez récente. Il y a eu notamment une obligation qui a été mise en place à destination de l'administration au sens large, collectivité, établissement, tout ce qui est délégataire de services publics, qui consiste à dire que toute personne qui utilise des algorithmes de telle sorte en fait, dans une destination personnalisée, c'est-à-dire que ça va affecter une personne, on peut permettre de savoir combien il va collecter, ça va permettre de savoir quels sont les fonds auxquels il a le droit, ça va permettre de savoir s'il a admis au bac ou pas, n'importe quoi. En tout cas, dès lors qu'on utilise des algorithmes dans un traitement qui a une conséquence sur la personne, tout ça doit être disponible. D'une part ouvert, open source, j'évoquais tout à l'heure, je ne fais pas une fixation dessus, c'est quand même le monde va vers là et c'est qu'un constat. Et donc, on doit avoir accès à l'algorithme, à l'implémentation qui en a été faite et à tous les paramètres qui permettent de reconstituer la décision. Et ça, je pense que c'est important. Et encore une fois, on parle de transparence et on parle de confiance depuis tout à l'heure. Je pense, l'une des critiques qui a été souvent faite aux sociétés de gestion collective, c'était le manque de transparence. Je dis comme tel. J'ai lu pendant de nombreuses années, ça fait quelques temps que je ne le fais plus, les rapports de la société de contrôle des SPRD, donc une émanation de la Cour des comptes, qui a tendance, alors c'est la manière, la Cour des comptes en fait affiche ses sanctions. Sa manière de sanctionner, c'est notamment de publier ses rapports. Donc elle ne mâche pas ses mots, mais son reproche très souvent est en termes de transparence, en termes de difficulté à savoir ce qui était perçu, ce qui était reversé. Et là, je pense que les nouvelles technologies, et la blockchain en fait partie, peuvent aller dans ce sens-là. Et c'est relativement, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Une autre remarque que j'ai en tête, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle licence légale, on crée une nouvelle SPRD, une nouvelle société de gestion collective. Là, si on réfléchit un peu, on peut se dire, c'est pas parce que il y a une nouvelle licence légale et qu'il y a 5 sociétés de gestion collective qui vont avoir un pourcentage d'eux, qu'il faut créer une société de gestion collective qui est en fait qui est composée des différentes SPRD et qui leur permet de se répartir le lot. Non, il suffit juste d'une bonne règle de répartition d'un smart contract, quelque chose qui peut être automatisé. Et tout ça, le côté, on pose les choses de manière très claire et c'est exécuté, et on peut vérifier ensuite que ça a bien été exécuté comme tel, c'est des choses qui peuvent permettre aux sociétés de gestion collective aussi de regagner en transparence. Et ça, je pense que c'est important, d'autant plus si le constat est celui de la fusion, en tout cas du regroupement, et je pense que c'est le cas dans tous les secteurs, donc c'est normal que ce soit le cas dans la musique aussi. S'il y a de moins en moins de SPRD, ou encore de SPRD de plus en plus
importante, il faut vraiment qu'il y ait une transparence très forte. Ça, c'était le premier élément de réponse que j'avais sur le sujet. Alors ça répond pas forcément à la question en tant que telle. C'est-à-dire que on peut très bien donner accès de l'information à des personnes sans pour autant leur donner la possibilité d'informer d'autres personnes. Donc c'est le principe des NDA et des accords de Je crois, de toute façon, on est confidentialité. vraiment au tout début de l'exploration d'un univers, parce qu'on imagine déjà de mettre de l'intelligence artificielle dans les smart contracts, donc quel va être le pouvoir de contrôle qu'on va avoir là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion, parce que malheureusement on arrive au bout, et je voudrais qu'on ait la possibilité de laisser une ou deux questions à la salle. Moi, oui, c'est pas de conclusion, mais je viens de voir une amie actrice dans la salle que j'avais pas vue, et c'est vrai qu'il y a un autre domaine qui fonctionne sur un mode purement déclaratif à la DAMI, c'est le doublage. Et le doublage, effectivement, voilà une chose qui pourrait être parfaitement gérée par une blockchain, parce que les artistes sont convoqués par des studios de doublage, donc ils ont le nom de l'œuvre qui est en allemand ou en anglais. L'œuvre, après, quand elle va être diffusée en français, elle va peut-être changer de nom. Et ils remplissent des feuilles de présence. Et donc, ils ont un système qui est encore un petit peu archaïque, de même que les musiciens de studio. La feuille de présence, aujourd'hui, est peut-être un peu archaïque et puis va peut-être justement... Le QR code serait beaucoup plus efficace, en fait. Ben oui. Et bon, sinon, en ce qui concerne la transparence, moi, ce que je veux rajouter, c'est que quand on regarde la directive européenne sur les sociétés de gestion, il nous impose une transparence encore accrue. Il nous impose des contraintes accrues en matière justement de diffusion des répertoires, de diffusion d'informations par voie numérique sur Internet, et en même temps, il pèse sur nos capacités à percevoir des frais de gestion. Donc, il nous demande de faire plus pour moins cher. Et la blockchain, justement, permet de faire plus pour moins cher. Contrairement, et il y a également dans cette directive qui est très dangereux, je le trouve, je pense, il y a la possibilité, ils ont créé un distinguo entre des sociétés comme nous, qui sont à but non lucratif, et des sociétés commerciales qui peuvent faire le même travail, mais à but lucratif, et qui auront effectivement peut-être les mêmes obligations. Mais on pense bien sûr à Cobalt, qui est une société qui est britannique, hein, je crois, de droit britannique. Suédoise. C'est suédoise, pardon. Et qui vient quand même grignoter parce qu'ils vont récupérer tous les VIP, ils vont chercher les grandes vedettes. Et si nous n'avons plus les VIP, et ça, je veux dire, il faut en être bien conscient, eh ben, le jour où la SACEM n'aura plus à gérer que les coiffeurs, par exemple, les frais de gestion de la SACEM, ils seront à 45%. Il leur manquait quand même une brique, puisqu'ils ont racheté une petite société d'auteurs américaine. Oui, Hein, oui, mais ils sont en train de s'introduire. Et puis, il y a le fonds d'investissement de Google qui a mis 50 millions de dollars. Donc, pour moi, c'est des entreprises privées qui sont très dangereuses. Parce que, je le dis depuis des années, quand je dis la Terre tourne même pendant qu'on dort, ma crainte majeure, c'est qu'un jour, ce soit les GAFA qui disent eh ben, on n'a plus besoin de vous, nous, on a le nom du client, on a le nom de l'auteur, on a le nom du producteur, on a le nom de l'artiste, on peut gérer entièrement sans vous. Alors, ça peut paraître séduisant, parce qu'effectivement, ils vont aller voir les artistes d'aujourd'hui, et le Goldman d'aujourd'hui, ils vont lui donner peut-être un meilleur taux, ou lui dire au lieu d'avoir X% de frais de gestion, tu auras moins, donc pour lui, ça va représenter des millions, il va être OK, mais ça va être payé par les nouveaux entrants. Au même titre que quand on regarde les Google AdWords ou les choses comme ça, comment ça fonctionne, eh ben, il y a des gens qui ont des sites très très visités, très demandeurs, qui arrivent donc à avoir des bons taux de rémunération sur la pub. Et puis par contre, les petits sites qu'on fait nous, eh ben, ils ont un seuil de paiement de $50, $100, qui fait qu'ils ne voient jamais leur argent, en fait. Et donc, en fait, c'est les tout petits qui payent pour les très gros. Et ça, c'est une de mes craintes. Voilà, ce serait ma conclusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on fasse les choses. Et puis, je suis heureux de voir que la SACEM y est, PRS, PPL. Et puis, nous, on va essayer de s'engouffrer là-dedans aussi. D'accord, Xavier. Oui, pour revenir là sur les blockchains, je pense que tu on est vraiment tout au début et les défis sont vraiment devant nous. Hein. Et comme le rappelait Antoine, hein, je pense qu'il a assez bien résumé le sujet en disant il y a le prochain sujet, c'est la scalabilité de ce POC qu'on a fait. Hein. C'est est-ce qu'on va réussir à aller à plus? Est-ce que la blockchain permet de tenir les volumes qu'on a envie de
de gérer. Et le deuxième point aussi important, c'est la gouvernance, hein, parce que là on était 3, on se connaît, mais on se connaît pas aussi tant que ça. Donc déjà se mettre d'accord sur des règles très simples, c'est compliqué, et essayer de les mettre après que justement d'introduire d'autres acteurs, ça va être compliqué. Donc il va falloir réfléchir à ce sujet, parce que la blockchain, justement, nous, elle va être en construction. C'est pas une blockchain type Bitcoin où bon, ben voilà, il a développé, il l'a mis, elle fonctionne, tout le monde accepte la manière dont elle fonctionne, et il n'y a pas d'amélioration, ou justement, même comme le rappelait Antoine, les améliorations qui sont mises en place, elles sont très très dures à avoir. Donc nous, il y a tout un système qui est encore un peu plus complexe que juste je te donne de l'argent et c'est écrit. Donc ces règles à mettre en place sont beaucoup plus lourdes, donc il va y avoir besoin d'un système de gouvernance au moins pour mettre en place le build par rapport au run, où là par contre ce qui est génial dans la blockchain, c'est que chacun est indépendant, chacun a sa base, chacun peut la mettre où il veut, etc. Donc ça, c'est les prochains sujets. Mais ce qui était, je trouvais encourageant, c'est ce qu'a démontré le doctorant, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, de l'abri, c'est que là, il travaille avec justement des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude aussi de travailler sur 3 couches sur ces processus. Donc c'est plutôt encourageant pour ce qu'on va essayer de faire, justement. Et j'espère vous donner d'autres nouvelles très rapidement, quoi. D'accord. Bon, d'ailleurs, ce qui n'avait pas été évoqué dans le projet, dans ton projet, c'est le fait qu'il y a aussi des développements, des expérimentations de stockage distribué des contenus audiovisuels sur des réseaux peer-to-peer. C'est quand même presque un paradoxe. Et extrêmement sécurisé à des smart contracts qui ouvrent l'accès ou pas à ces réseaux. Un petit mot, ou je donne la parole à la salle directement. Il n'y a plus grand monde, je ne sais pas si on a beaucoup de questions. Ouais. C'est ça, et moi juste dire que je suis ravi de voir que la société gestion collective s'intéresse au sujet. Et je pense qu'effectivement, il y a ce rôle aussi en tant qu'acteur de confiance d'accompagner l'usage. L'exemple généralement, les sociétés de gestion collective mettent à disposition de leurs auteurs des contrats cadres avec des clauses qu'elles font évoluer d'année en année. Tout ce qu'on a évoqué sur les smart contracts, l'analogie est très facile à faire. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Déjà, un premier remerciement à tous les intervenants de cette table ronde. Donc oui, ça s'est éclairci. Est-ce qu'il reste des personnes qui ont des questions par rapport à la table ronde, ou des questions qui sont restées, qui sont venues au cours de la matinée ? Jean Berbino, excusez-moi, dans les points que vous avez évoqués sur les biens non rivaux et rivaux, est-ce que vous voyez une complémentarité donc entre les DRM et la blockchain ? Et puis, deuxièmement, vous n'avez pas du tout cité parmi les différentes normes EIDR, le consortium EIDR. Est-ce que vous avez des informations sur leur investissement en matière de blockchain? Sur le DRM, je vais bien répondre rapidement, puisqu'on a parlé de Dot Blockchain, qui est un projet de gestion directe des droits des artistes. Et donc, effectivement, il y a un projet de format de fichier, c'est le .bc, qui intégrerait, je dirais, toutes les règles de DRM, alors de gestion des droits, de contrôle de l'utilisation qui est faite du fichier. Donc là, effectivement, dans ce projet-là, en l'occurrence, on intègre des DRM dans le fichier contenu directement. Sur la première question. Sur la deuxième question, je sais pas qui est-ce que... je sais pas, de toute façon, il y a aussi il y a plein d'organismes de normalisation. Alors, on a parlé du DIDEX. Il y a des codes identifiants dans tous les sens. Il y a des projets. Alors, on n'a pas parlé d'Open Music Initiative, donc peut-être on peut en toucher un mot. Mais l'idée, c'est d'avoir, je dirais, qu'il y ait une interopérabilité entre tous ces standards et toutes ces bases et tous ces acteurs qui puissent dialoguer entre eux. C'est un peu ça. Hein. Alors, on est vraiment là au tout début de la réflexion sur l'expérimentation qui va être menée. Hein. Mais on peut en parler peut-être. C'est vrai que nous, sur la musique, on avait de la chance et qu'on avait un seul identifiant, l'ISWC. C'est vrai que sur les œuvres audiovisuelles, c'est un peu plus compliqué avec l'ISAN et le IDR. Après, là, ça va sûrement se résoudre à un moment. Hein. Donc, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Et pour revenir sur OMI, hein, moi je pense que c'est quelque chose justement qui est très important parce que ça permet de discuter. Ils ont réuni un nombre d'acteurs
hallucinant. Hein. Je crois qu'il y a plus de 150 membres ou quelque chose comme ça. Donc, Hein. c'est toutes les majors du disque, toutes les grandes Ouais, sociétés ouais. d'auteurs, Donc, des acteurs des technologies. Donc, Et, c'est vraiment. et on était là, par contre, donc du coup, ça discute beaucoup. Et après, pour arriver à avancer, c'était plus simple pour nous de se mettre à 3 et de faire ça, de faire quelque chose de très concret. Hein. Maintenant, nous, on a un développeur à la SACEM qui sait faire des blockchains, donc on commence à bien maîtriser le sujet et à voir les possibilités qu'il y a derrière et par rapport au contrat type. Donc ça, je pense, nous, on n'a pas abordé par ce biais-là. Mais je crois qu'il y a la SOCAN qui travaille sur ce sujet-là pour utiliser le blockchain pour les plus pour son réseau de Canada, donc. Comment SOCAN. SOCAN au Canada, ouais. Canada. Oui, sur Open Music Initiative, donc il est question d'API. Là, il va pas faire, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que même des développeurs extérieurs pourraient interroger toutes ces bases et éventuellement concevoir des applications. Parce qu'on va parler de ça, parce qu'on parle de rendre beaucoup plus efficiente la gestion des droits dans les sociétés de gestion collective, mais il y a aussi la problématique de, alors je pense que ça peut peut-être intéresser M. Marot d'ailleurs, comment faire que des développeurs aient accès à ces données de manière à comment je vais extraire d'un catalogue, quand j'ai un projet de plateforme, par exemple, tout ce qui est vraiment jazz, ou tout ce qui vient des auteurs des années 40-50 en France. Ou ce qui, là, tu pars sur, je pense sur un autre sujet, quoi. C'est-à-dire que les données, elles existent, hein, les données des auteurs, c'est de savoir à qui on donne accès, pourquoi on donne accès, constituer des bases de données, c'est compliqué aussi. Soit fiable aussi. Ouais. Soit fiable aussi. Bah oui, les garantir, etc. Donc faire ce travail et puis après tout ouvrir, c'est quand même pas forcément évident, même si au cas par cas, pour l'instant nous on est plutôt au cas par cas pour donner accès aux données. Et pour moi la blockchain, c'est pas forcément l'accès aux données, puisque justement tu as ces histoires de blockchain privée, de fait que chacun va pouvoir segmenter ses données, et c'est pas à moins qu'on parte sur une blockchain publique, c'est pas de donner les données à tout le monde, quoi. Hein, donc sur le côté très rapidement, mais référencement qui a accès au catalogue de données, je pense qu'il y a toutes les sociétés de gestion collective qui effectivement ont ces catalogues-là, mais je pense à d'autres acteurs avec qui je travaille par ailleurs, type Radio France, ils sont en train d'ouvrir tout leur catalogue en Open API, donc n'importe qui peut les consulter, de tous les artistes depuis les années 1970 de mémoire, qui sont passés sur leur plateforme avec, ils ont une centaine de documentalistes qui font ce travail d'aller identifier pour chaque œuvre quels sont les titres, les traductions, les auteurs. Donc je pense qu'il faut aussi, on est dans une société où maintenant beaucoup de personnes peuvent croiser leurs données pour avoir des données encore plus importantes, et il ne faut pas raisonner que entre sociétés de gestion collective. C'est juste mon... Non, mais nous, on n'a pas de problème. Enfin, c'est des décisions qui sont prises. C'est les auteurs. Enfin, la SACEM, c'est une société à but non lucratif qui appartient à ses membres, qui sont les auteurs. Donc, si demain tous les auteurs nous disent donnez toutes nos données, on donnera toutes les données. Mais... Bon, je crois que de toute façon, on pourrait en parler tout l'après-midi. On n'aurait pas encore fait le tour du sujet. Donc, Benoît, si tu veux libérer un petit peu la salle. Juste faire une synthèse, si vous le permettez tous les deux. Quand on s'est posé la question de faire ce labo sur la blockchain, en fait, on s'est dit, parce qu'on avait vu plein de conférences sur la blockchain, puis on avait fait avec Benoît une espèce de benchmark de tous les domaines et tout, puis on s'est dit comment la blockchain peut s'appliquer à l'audiovisuel, ce qui était vraiment une terrible bêtise. Puisqu'en fait, on comprend que c'est les blockchains, qu'en plus c'est les blockchains par rapport aux activités différentes, puisque là c'est de la distribution, de la gestion de droits, etc. Alors que personnellement, quand on en avait discuté avec Janine et Jean, c'était plutôt l'évidence, c'était la gestion des droits, etc. On voit que ça va bien plus loin, et je pense que ton initiative peut intéresser énormément de gens dans notre, je ne sais pas pour vous deux, mais nous, dans nos membres, entre autres, vous savez que nous, notre président, c'est AB Group, donc je pense que ton initiative va intéresser plus d'une personne. Par contre, je pense que la personne qui a très très bien résumé la thématique, mais c'est vrai puisque nous, notre métier de cluster, c'est d'accompagner la transformation digitale d'une filière. La nôtre, c'est l'image. Et je pense que Alain Deladamy a très très bien résumé. Et ça s'applique à toute l'industrie numérisée. C'est si on ne le fait pas, ils vont le faire. Et on sait qui sont les ils. Il l'a très bien cerné. Voilà. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous nos intervenants. C'était de super qualité, au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Puis ça ouvre
énormément de perspectives. Je pense que il faudra l'appeler blockchain au pluriel et continuer. Moi, je viens à côté de Lydie parce que je partage tout à fait ce qu'elle dit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est phase 1. Comme vous le dites si bien, la Terre tourne même quand on dort. On ne va pas tout résoudre tout de suite. Hein. Je prends une phrase de Mitterrand, il faut donner un peu de temps au temps. Mais je crois qu'il faut y aller, ça concerne tous nos métiers. Hein. Et je crois que l'AFDESI, Labo, Pôle Média et le Forum Média Mobile, on a vraiment intérêt à appuyer toutes vos actions et à vous aider un maximum. Alors un grand merci à ceux qui sont dans la salle et puis tous les intervenants qui ont été de grande qualité. Moi, je sais que je m'occupe beaucoup de tous ces problèmes. J'étais administrateur du fonds d'action SACEM pendant 10 ans. J'étais producteur, diffuseur. Donc, je connais pas tout. Je connais beaucoup de difficultés. Et là, je crois qu'on peut avoir confiance. On a en France, aujourd'hui, que ce soit les cabinets privés comme Deloitte, que ce soit les chercheurs, que ce soit les sociétés d'auteurs, franchement, c'est une heureuse, une agréable surprise de voir que toutes ces énergies sont là, avec des idées, avec une vraie volonté. Merci à tous. Et puis, on recommence. Il y aura Blockchain 2 quand? Octobre, novembre? Là, c'est sans fin. Là. Je pense sans que fin. tous les mois, on peut en faire une. Absolument. Absolument. Merci. Merci à toi et merci à Benoît, hein, l'organisation.